Le porte-avions moderne est certainement l'un des plus formidables systèmes d'armes jamais conçus par l'homme. Durant les 30 dernières années, il n'a sans aucun doute changé le cours de l'histoire. Son pont, plat et dégagé où les avions attendent, prêts à décoller, donne une image de puissance. Bien que cette force soit bien réelle, un porte-avions en mer est extrêmement vulnérable. Sa puissance de feu nécessitant l'emploi de carburants élaborés et d'armes lourdes, il est obligé de transporter le potentiel de sa propre destruction. Ce danger l'entoure, omniprésent, aussi bien au-dessus que sous les ponts, à l'affût d'un ratage, une erreur ou un accident aux conséquences tragiques. Le samedi 29 juillet 1967, l'USS Forrestal était en opération réelle au large des côtes vietnamiennes, en sécurité, hors de portée du tout feu ennemi. Les hommes travaillant sur le pont n'avaient pas le temps de s'ennuyer. Depuis la mise en l'air des strikes de combat le 24 juillet, le Forrestal a effectué 700 mouvements en 4 jours seulement. Ce 29 juillet, il s'apprêtait pour son 5e jour. À la lumière des événements qui arrivèrent sur le pont cet après-midi-là, on s'est bien évidemment interrogé sur le manque de procédures de sécurité. On effectuait le plein de carburant alors que certaines armes étaient en train d'être amorcées ou étaient inspectées pour une dernière fois. Des hommes d'équipage fixaient des bombes à leur place sans l'aide du treuil prévu pour faire ce travail. À l'attitude détendue ou même désinvolte des hommes qui n'étaient pas à leur poste s'ajoutait le fait que bien plus d'un était sans uniforme ou sans équipement de protection de quelque sorte. Quelle fut l'importance de ces facteurs? Étaient-ils les éléments d'un schéma général qui ne pouvait finir qu'en tragédie, ou n'avaient-ils aucune importance? Il est possible que personne ne sache jamais l'histoire complète, même avec le témoignage écrit des acteurs de ce drame. Le temps a sa manière de jeter un voile et d'obscurcir les faits importants. Dans le cas du Forrestal, cependant, il y a une autre mémoire, une mémoire visuelle, un film enregistré par les opérateurs de la Navy à l'aide de la télévision ou des caméras disposées sur le pont. En effet, pendant les opérations de catapultage et d'appontage, il est fréquent pour un porte-avions d'utiliser plusieurs caméras de pont pour enregistrer les décollages et les atterrissages. Ces témoins électroniques sont placés à différents endroits du navire, y compris le poste de commandement, la passerelle et le centre de transmission. Ils sont enregistrés simultanément sur bande magnétique pour être visionnés plus tard. Revenons à ce 29 juillet 1967, il est 13h51. Là, sur le pont, une roquette folle a été tirée on ne sait comment. Elle rugit à travers le pont d'envol et foudroie un A4 Skyhawk. L'épreuve du feu. Un porte-avions lutte pour survivre. Un rideau de flammes jaillissant du réservoir éclaté du A4 Skyhawk a enveloppé l'avion et ses voisins immédiats. Derrière les places fumées, 2 bombes de 500 kg étaient déjà tombées de ses ailes sur le pont au feu. Nous pouvons voir, à peu près au milieu de l'écran, un chef d'équipe de sécurité allant vers les flammes avec un instincteur à eau diffusée. Sa seule préoccupation, les pilotes prisonniers dans ces avions. Alarme incendie! Alarme incendie! Feu sur le pont d'envol! Chacun à son poste de sécurité! Alarme incendie! Afin de maîtriser le feu, le commandant ordonne de ralentir le Forrestal. Sur le pont d'envol, un temps précieux s'écoule et les choses commencent à mal tourner. Le feu a complètement recouvert les bouches incendies arrière, rendant inaccessibles les prises d'eau. De plus, l'avant-dernière pompe a des ennuis techniques. La seule alternative est de tirer les tuyaux de la station incendie avant vers l'arrière. Mais cela prend du temps, et du temps précieux. 15h, 52 minutes, 43 secondes. Les 2 équipes principales sont maintenant sur le pont, attaquant à même les flammes. Mais, à ce moment-là, une seule lance fonctionne. La première explosion apporte un message. Le Forrestal est en grand danger. En très grand danger. La chaîne de sauvetage a commencé. Ceux qui ont survécu à l'explosion font demi-tour et retournent dans le brasier. Leurs camarades sont là, et le chef d'équipe est mort.
L'incendie en mer est le cauchemar ultime. On ne peut s'enfuir. Il n'y a pas d'endroit où aller. C'est un combat pour la survie. Votre instinct doit être sûr. Vous devez porter votre courage comme un insigne épinglé sur votre torse. Après la troisième explosion, les deux premières équipes de sécurité étaient quasiment anéanties. Le feu était maintenant entièrement hors contrôle. Un grand navire était sur le point de mourir. Pour le sauver, d'autres hommes allaient devoir revenir, la plupart d'entre eux sans l'entraînement nécessaire pour combattre un incendie. Dessous, le fuel se déversait dans les compartiments par les trous qu'avaient fait les bombes de 500 kg en explosant sur le pont d'envol. Le feu suivait le carburant qui coulait rapidement dans les ponts inférieurs, 03, 02, 01, et dans le hangar 03. En haut, il ne restait qu'à attendre que les explosions s'arrêtent d'une façon ou d'une autre. En attendant, aucune équipe de sécurité ne pouvait survivre sur le pont. Pendant les 5 premières minutes de l'incendie, il y eut 9 explosions importantes sur le pont d'envol. Au moment où les premiers blessés étaient mis à l'abri, une autre équipe s'était déjà formée. Ils savaient que ce dont ils avaient le plus besoin sur le pont étaient des lances à mousse. Pour des raisons inconnues, plus d'un des postes de lance à mousse n'avait pas été approvisionné au départ. Certains membres des équipes de sécurité ne savaient même pas qu'il était nécessaire de faire quelques manœuvres sur le pont d'envol et dans les hangars pour faire fonctionner le système. Ils furent malheureusement blessés ou tués avant de s'en apercevoir. Sur le pont, le premier geste de la nouvelle équipe fut de jeter un tapis de mousse entre les flammes et l'îlot du Forrestal. Une fois cette zone tampon établie, des avions endommagés purent être mis à l'abri. Où la plupart des avions armés se trouvaient, le feu continuait sans pouvoir être contenu. Prisonniers dans de petits espaces, entre un enfer d'explosions continuelles et le bord du pont, plusieurs hommes n'eurent pas le choix. Ils sautèrent par-dessus bord ou furent projetés à la mer. Heureusement pour ceux qui survécurent, des hélicoptères de secours du porte-avions Oriskany et deux destroyers arrivèrent aussi vite que possible. Ils se glissèrent dans le sillage du Forrestal pour les repêcher. Là, en bas, dans le coin gauche de l'image, voici des preuves des efforts victorieux de ces équipes. Remarquez qu'un rideau était correctement placé au-dessus des têtes des sauveteurs pour les protéger pendant les opérations. Les communications sur le pont et avec le commandement ont été les premières destructions du Forrestal. Il fut longtemps difficile d'identifier le personnel de la brigade de sécurité et des GSS. En conséquence, quand des gens moins expérimentés ont prêté la main, et malgré leurs bonnes intentions, ils firent de nombreuses erreurs. À un endroit, près de l'îlot, deux équipes de lance à mousse travaillaient en tandem avec deux équipes de lance à eau. Le résultat final fut que l'eau balaya la mousse et le feu put continuer son œuvre dévastatrice.